C'est étonnant, non? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous entretenir d'inventions féminines. Les mains des petites femmes sont admirables et toutes semblables à des oiseaux. Elles agitent leurs doigts mignons et frêles comme des ailes de passereaux. La fine menotte, coupe et que tricote, quand elle se coiffe aussi, en faisant comme ceci, leurs gestes sont toujours jolis. Quand elles jouent de l'éventail, où de leurs yeux avivent les mailles. Quand elles pianotent, quand elles tapotent, des gueules en dos, barbissimo, quand sur leur minois joli, elles mettent la poudre de riz. Je le proclame, les mains de femmes sont des bijoux, bon je suis fou. La chanson que nous venons d'écouter est de 1921. Elle s'appelle « Les mains des femmes » et elle est chantée par un artiste qui s'appelle Félix Mayol, qui est très célèbre. C'est lui qui a chanté la fameuse Machiche et la non moins célèbre Viens Poupoule, un des premiers immenses tubes de la chanson française. Tout ça, c'est très ancien. Alors, c'est d'autant plus curieux que Mayol ait écrit une chanson, et chanté, parce qu'il l'a pas écrite, qu'il ait chanté une chanson pour les femmes, parce que Mayol lui-même était homosexuel, et à l'époque, s'en cachait assez peu, ce qui était relativement courageux dans les années 20. Mais là n'est pas le sujet. Mars est le mois des droits des femmes, ce qui me paraît une absurdité, parce que pour moi, les droits des femmes, c'est tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, et quand on sait ce qui se passe dans des faits divers pas très reluisants, on s'aperçoit qu'on a encore beaucoup de travail, même pour un pays qui est dit civilisé. Alors, je vais vous parler aujourd'hui des inventions féminines. Beaucoup d'inventions féminines sont très importantes. Quand les femmes ont eu, on en reparlera au fur et à mesure, la chance de déposer le brevet, ça s'est passé le mieux du monde, quelquefois, leurs brevets ont été spoliés et elles ont dû se battre comme des tigresses pour essayer de défendre leurs droits. La première dont je vais vous parler, c'est la fille de Lord Byron. Alors, Lord Byron, en fait, est un grand poète. Bon, c'est aussi un aristocrate anglais. Et en fait, quand on regarde la vie de ce monsieur, tout n'est pas génial, loin de là. Il a eu une attitude très machiste, très désagréable. Visiblement, il a eu des relations incestueuses avec sa demi-sœur. Il a épousé la mère de la jeune femme dont je vais parler par intérêt. Il se trouve que quand il l'a épousée, la dot prévue n'était pas tout à fait celle convenue. Monsieur a un petit peu crisé, il a été très désagréable avec elle. Toujours est-il que cette femme était une femme d'une intelligence exceptionnelle et que leur fille, Ada, a suivi ce mouvement et c'était une scientifique. Elle est connue pour avoir conçu et décrit le premier programme informatique publié. Elle a fait ce travail sur un ancêtre de l'ordinateur, la machine analytique d'un inventeur qui s'appelait Charles Babbage. Et elle a créé un algorithme absolument extraordinaire. C'est d'autant plus remarquable que nous sommes dans les années 1840. Elle a été très proche de l'inventeur et ils ont travaillé ensemble. Il avait une grande admiration pour elle et à la fin, elle a fait pratiquement tout le travail parce que lui était gravement malade. Et c'est très plaisant de savoir que tous les petits machos du monde utilisent tous les jours une machine qui a été conçue par une femme. Oh, really? Because that exact thing happened to me. I went to this birthday party this once, and this guy came up to me. He was just talking and talking. Well. Mamma mia, chunky chunk, used to play that honky tonk, and I bet you won't forget the way she bet that donkey donk. I'm feeling so alone, so won't you take me home and let me float that big trombone?
songs about Joanna, while the trees by the sea are sound asleep, and the man by the piano's feeling lonely. He's begging, "Oh, won't you sing this simple melody?" Hey, Johnny! Yo, what's up? Let me blow that big trombone. Big trombone. Trombone. Let's go. Il y a peu de jours où un homme ou une femme qui vivent en 2026 n'utilise pas la Wi-Fi. Ça nous paraît une chose tellement naturelle qu'on n'y fait plus attention. Eh bien, les premières ondes Wi-Fi ont été trouvées par un compositeur et une grande actrice, Hedy Lamarr. Hedy Lamarr était d'origine autrichienne, juive, elle était de parents très aisés, elle parlait 7 langues, elle était douée en tout, y compris en sciences. Et mariée à un moment à un producteur d'armes, elle a trouvé un système qui était un système Wi-Fi, en fait, pour guider les torpilles pendant la Première Guerre mondiale. Et elle en a immédiatement laissé les droits, avec le co-inventeur, à l'armée américaine. Son fils a fait remarquer à sa mort, il y a 26 ans, en l'an 2000, elle avait 85 ans, il a fait remarquer qu'on l'avait quand même un petit peu oublié sur le Hall of Fame, cette grande promenade où on trouve les étoiles des stars américaines, alors que c'était quand même quelqu'un qui avait plus que rendu service aux États-Unis. This is a song for Miss Hedy Lamarr, erased by the same world that made her a star. Spun out of beauty, trapped by its web, she's a perfect cocoon, entwined in gold thread. Her beauty is spectacle, her thoughts too pure. The light of her being, her exotic allure, was torn at the seams for daring to dream. It's so hard to speak when you're frozen in. Scream, yes, it's all what it seems. Feels like a dream, but it's life and it's death. She began and she ended like baby's breath. I don't believe in humans anymore. I don't believe, I can't believe, I won't believe humans anymore. It's so hard to talk when no one will hear, and everyone stares as you quiver in fear. It's shameful, shameless, painful, painless. This song's for you, Miss Hedy Lamarr. How bright your light, those lost white nights so long ago, so far away. Feels like a dream or a cosmic fiasco. I don't believe, I don't believe, I don't believe in humans anymore. I don't believe, I can't believe, I won't believe
A thief is a thief. Who's gonna stand up to give you relief of all dispossessed? It's so hard to digest. You've no right to sit down if you're nobody's guest. Il y a des gens qui sont vraiment doués pour tout. La chanson que nous venons d'entendre, qui est un hommage à Eddie Lamar, est chantée par Johnny Depp, qui s'accompagne à la guitare et qui est accompagné d'un des plus grands guitaristes du moment, Jeff Beck. C'était un petit moment très agréable. Nous sommes en 1903, en Amérique, et il se trouve que dans les états froids de ce pays, qu'il y a des tramways, et ces tramways laissent les vitres ouvertes et s'arrêtent souvent pour retirer la neige du pare-brise. Donc ça retarde, c'est ennuyeux, c'est pas très sécure. Et il y a une jeune femme qui s'appelle Marie Anderson qui va trouver une lame de caoutchouc qu'on va juger, tenez-vous bien, inutile et ayant peu de valeur commerciale pour enlever effectivement à la fois la buée et la neige du pare-brise. 20 ans plus tard, en 1923, la société Cadillac, qui n'est pas la moindre de l'industrie automobile, va les utiliser en accessoires standards sur ses voitures. Essuie-glace, essuie-glace, bloqué, lâchez, lâchez, bloqué, lâchez, lâchez. All back, all back, all back. Encore une fois, essuie-glace, essuie-glace, bloqué, lâchez, lâchez, bloqué, lâchez, lâchez. Bollywood. C'est pas ça. Sautez, 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 sautez. Joséphine Cochrane est une femme très riche de l'Ohio, qui est née dans la première moitié du 19e siècle, très exactement en 1839. Elle est riche, elle reçoit souvent des gens chez elle. Elle emploie du personnel, bien entendu, pour faire la cuisine, pour laver la vaisselle, mais elle a un côté maniaque. Et comme elle a des plats d'une grande valeur, souvent qui sont bordés en or, très furieuse parce que très souvent le personnel ébrèche les plats, les abîme, donc ça l'agace un peu. Donc elle cherche une machine à laver la vaisselle. Alors il y a une espèce de brevet qui a été déposé en 1850 par une machine à manivelle, mais bon, elle juge que ça ne marche pas bien. Elle mesure ses plats. Elle construit des compartiments spéciaux et elle fait un modèle. Ce modèle va marcher très bien, donc il y a de l'eau savonneuse qui vient sur les plats et tout, et visiblement ça marche très très bien. Elle dépose le brevet de son invention, et elle la présente à l'exposition universelle de 1893, à Chicago. Elle remporte un prix. Du coup, son entreprise prend son nom et celui de son mari. Alors le problème au début, c'était la difficulté à produire suffisamment d'eau chaude. La taille de la machine a limité dans un premier temps, ce n'était pas véritablement fait pour les particuliers. C'est qu'au milieu du XXe siècle, c'est-à-dire presque un siècle après, que le lave-vaisselle s'est diffusé dans les foyers avec un modèle plus maniable. Mais bon, c'est bien de ne pas faire la vaisselle. Moi je fais la vaisselle, c'est bête, mais je suis fait comme ça. Je la veux vraiment belle, sinon, eh bien je ne la fais pas. Tout en douceur, en moins d'une heure. Et je frotte si fort que les plats s'en souviennent. Je la trempe d'abord, ça fait moins de problèmes. Si je pouvais
essuyé aussitôt sorti de l'eau. Maria Tekles est née en Hongrie en 1900. C'est une scientifique, une inventeuse. Elle va s'installer aux États-Unis très jeune. Elle a exactement 25 ans, après avoir obtenu son doctorat en chimie physique. Alors elle va d'abord travailler comme biophysicienne à Cleveland, dans divers endroits. Elle étudie beaucoup l'énergie produite par les organismes vivants. Ça l'intéresse beaucoup. Et en 1947, elle met au point la première maison solaire. Alors ce ne sera pas la seule chose en fait qu'elle va mettre au point, parce qu'elle va se servir de ça pour plusieurs choses. Elle va inventer le premier générateur thermoélectrique, toujours en 1947, et 6 ans plus tard, le premier réfrigérateur thermoélectrique. Très exactement en 1953. Cette femme remarquable nous a quittés il y a 30 ans, en 1995, à l'âge respectable de 95 ans.
Un concept bien macho est celui que les secrétaires sont stupides. Généralement, ce sont des bénis oui-oui qui s'occupent surtout de leur patron quand il leur demande, parfois d'une manière tout à fait scabreuse. Tout ça est relativement lamentable et malheureusement bien ancré dans les esprits. En 1958, une secrétaire américaine qui s'appelle Beth Nesmith Graham va inventer une petite chose étonnante. Alors à l'époque, il n'y a pas encore d'ordinateur dans les entreprises, ce sont des machines à écrire. Le problème des machines à écrire, c'est quand on se trompe. Pour corriger, alors à l'ordinateur, ça nous paraît, on fait ça tous les jours, ça nous paraît excessivement aisé, ce n'est pas du tout le cas. Donc, elle invente une petite chose à base de peinture blanche afin de lui permettre d'effacer les erreurs quand elle les tape sur sa machine. Elle va mettre au point ce qu'on va appeler le blanco. Elle va vendre son invention à Gillette Corporation pour 47 millions de dollars. Alors évidemment, pour la jeune génération qui n'ont jamais connu les machines à écrire, quand on avait terminé une ligne, il y avait une petite sonnerie qui nous indiquait qu'on devait revenir à la ligne. C'était quelque chose d'assez étonnant. Les secrétaires y étaient habitués et elles tapaient sur le côté de la machine pour la faire revenir. Et le morceau qu'on vient d'écouter, qui est un morceau de Leroy Anderson, s'appelle La machine à écrire, The Typewriter. Il a été écrit pour un orchestre symphonique et une machine à écrire. C'est quelque chose de tout à fait étonnant. En ce qui concerne l'informatique, les femmes sont vraiment très très douées. Et en 1951, Grasshopper a inventé la programmation informatique. A0 système qui permet de traduire les instructions humaines en code source informatique. Et alors, très étonnant, cette femme qui a été décorée par le ministère de la Défense américain a également inventé une chose curieuse. Elle a inventé le mot bug. Alors pour terminer, on va parler de bricolage. La plupart d'entre vous ont déjà utilisé ou vu utiliser une scie circulaire. Ça n'a l'air de rien, une scie circulaire, mais c'est quand même un dispositif qui permet, avec très peu de temps, de couper des planches relativement épaisses. Eh bien, la scie circulaire a été inventée par une femme qui s'appelait Tabitha Babbitt. Alors on est à la fin du 18e, 1779, dans le Massachusetts, et elle fait partie d'une communauté de Quakers. Un jour, elle observe des hommes qui sont en train de scier un énorme tronc d'arbre avec une scie passe-partout, et elle se rend compte que la moitié de leurs mouvements sont perdus. Cette femme est tisserande. Et elle fait des tissus sur des médias à tisser. Et donc, elle se dit que une lame tout en long comme ça, c'est pas très pratique, et c'est pas très équilibré, ça ne va pas très bien. Donc, elle a l'idée d'utiliser une lame ronde, de la faire fabriquer, et puis effectivement de l'utiliser. Ça sera un grand succès. Cette invention est discutée, il y a d'autres gens qui disent que c'est pas les Quakers qui l'ont inventée.
Mais bon, ils ont été incapables de prouver qui l'avait fait. Mais a priori, c'est elle qui a déposé le brevet. Et elle avait l'esprit quand même très inventif parce qu'elle a inventé également la tête de rouet. Alors c'est quelque chose qui ne doit pas vous dire grand-chose. Les rouets, c'était des appareils qui étaient faits pour filer la laine. Mais c'est également le principe des moulins. Et donc c'est quelque chose qui a été très utilisé au 19e dans les moulins à vent comme dans les moulins à eau. C'est juste l'énergie qui différait. La chose qui tournait était différente, mais par contre les turbines qui étaient entraînées étaient les mêmes. Et alors curieusement, un des derniers brevets qui a été déposé par elle n'a rien à voir avec ce type de choses. Il s'agit de la prothèse dentaire. C'est étonnant, non?